Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée à votre orientation scolaire et au choix des études supérieures. Je suis Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de partager avec vous des conseils et des astuces pour que vous puissiez préparer au mieux votre projet professionnel. Alors n'hésitez surtout pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Comme ça, vous recevez tous nos nouveaux contenus. Aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver pour un nouveau Zoom métier. Et pour ce faire, on a décidé de faire une immersion dans un métier, on va dire, qui suscite plusieurs vocations, où les gens s'interrogent, mais en quoi ça consiste? Et aussi, on pense directement à l'image de Wall Street, avec les salles de marché occupées, on va dire, bruyantes. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière. Yves a accepté d'être en notre présence aujourd'hui et de nous expliquer en quoi consiste le métier de trader. Et surtout, comment on fait pour y arriver. Merci beaucoup Yves d'être avec nous aujourd'hui. Je t'en prie. Donc le plaisir est pour nous vraiment de te recevoir et que tu nous expliques un peu les coulisses de ton métier. Et je suis sûre que c'est un métier qui attire beaucoup de jeunes et c'est l'occasion vraiment pour nous de comprendre ce qu'il y a derrière. D'accord. Merci beaucoup Ina pour l'invitation. Avec plaisir. Je pense que l'honneur me revient aujourd'hui de présenter le métier de trader et peut-être à travers moi susciter des vocations. À travers les jeunes qui aujourd'hui entendent beaucoup parler de ce métier. Ouais. Je pense de par l'actualité et aussi de par les films, comme vous avez dit tout à l'heure, Wall Street et toute l'image que ça envoie. Donc, bon, l'honneur pour moi de présenter ce métier. Donc, je me ferai le plaisir de répondre à tes questions. Super. Alors, on va commencer par une question un peu traditionnelle, c'est de savoir qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? C'est difficile à répondre. Quand j'étais enfant, je dirais plutôt je savais ce que je ne voulais pas faire. Ce qui est déjà très bien. Je savais ce que je ne voulais pas faire. Étant enfant d'enseignant, je voulais tout faire sauf être enseignant. Parce que pour moi, je trouvais en griffe que c'était un métier un peu ingrat. Parce que pour moi, c'est subjectif. Hein, voilà. Vous avez des enseignants qui partagent le savoir. Et dans l'échelle sociale, généralement, ce sont je ne dirais pas les moins bien rémunérés, mais pour moi, ils n'ont pas le salaire la reconnaissance. Bon, la reconnaissance, encore ça va, mais ils n'ont pas le salaire qui va avec le travail qu'ils fournissent. Donc, personnellement, je ne voulais pas être enseignant. Je dirais que je voulais tout faire sauf, je dirais pas que je voulais tout faire sauf être enseignant, mais je savais que je ne voulais pas déjà être enseignant. Et après, avec les années passées, les matières dans lesquelles on excellait, ça nous a permis un peu d'affiner et de se retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Ok, très clair. Alors, et ça va me permet de rebondir aussi justement sur ce parcours-là. On va revenir à ton métier après, mais de savoir quel a été ton parcours scolaire et universitaire. Ok. J'ai eu un parcours, je dirais, classique, hein, comme beaucoup de jeunes Ivoiriens, issus de l'école publique, parce que j'avais un père enseignant, donc je partais à chaque fois avec lui. Et issu de l'école publique, j'ai fait le collège dans une petite ville appelée Oumé. Et après le brevet, j'ai été reçu au lycée scientifique de Yamoussoukro, où j'ai eu un bac C. Et après, je me suis retrouvé à l'université en sciences économiques et de gestion, où j'ai eu la licence. C'est après, bon, dites-vous que jusqu'à la licence, je n'avais pas une idée claire de ce que je voulais faire comme métier. J'étais en sciences éco, je savais que je pouvais devenir comptable, gestionnaire, tout ce que ça va avec comme ligne de métier, mais je n'avais pas un métier en tête. Après, j'ai eu, de par des années, la connaissance du CESAG. En griffe, ce qui nous a attirés, c'était plutôt le fait que c'était une école réservée d'abord aux élites et qu'il fallait y accéder par concours. Donc, toujours à la recherche de challenge, on est arrivé
à s'intéresser à cette école-là. Et du coup, j'ai vu que venant de Sciences Éco, il y avait certaines filières qui pouvaient nous intéresser. Et étant très friand des mathématiques depuis le collège, je me suis orienté vers la filière où je pouvais encore retrouver les maths et tout. Et voilà comment on est arrivé à sortir du CESAC avec un master en banque et finance. Un MBA, je dirais, en banque et finance. À souligner, hein? Oui. Master, banque et finance. Banque et finance, voilà. Avec une spécialité finance de marché. Ok, très clair. Très important pour la détermination du métier plus tard. Voilà. Tout à fait. Ok, c'est clair. Et en fait, j'aime bien aussi la manière dont vous avez expliqué un peu votre parcours. C'est-à-dire que il y a eu quand même le suivi de l'affinité mathématique. Oui. Voilà, c'est pas que les matières qui font l'orientation, mais ça peut jouer aussi justement de s'écouter en se disant bon, il y a une affinité, donc je vais essayer de voir la filière où je peux continuer à apprécier ça quelque part. Ok. Exactement. Et je dirais même que pour être un peu plus précis, je suis rentré au CESAG en tant que gestionnaire de projet. Ok. Donc j'étais allé pour faire un master en gestion de projet. Et j'ai bien fait le master, j'ai fait 2 ans de master. Et après d'avoir fait le master, j'ai dit non, je sais que je ne suis pas encore à ma place. D'accord. Et j'ai passé le concours pour être admis pour le MBA en banque et finance. Et cette spécialité-là permettait d'avoir des professeurs qui venaient de New York University, de la Deutsche Bank, de la Banque de France, et qui est comme une formation d'élite en termes de finance de marché en Afrique francophone. Donc du coup, avec encore l'amour des maths, ça m'a permis grâce à mon background, parce que ce n'était pas la spécialité gestion de projet qui permettait d'y aller. C'était plus réservé à tous ceux qui avaient fait de la comptabilité, l'audit et contrôle de gestion. Et voilà, quelqu'un qui vient des gestions de projet, je dirais qu'il a dévié. Ok, d'accord. Donc je me suis encore retrouvé vers ce que j'aimais vraiment comme matière depuis le collège. Ok, c'est très très clair. Et alors, du coup, là, concrètement, vous avez suivi 5 ans au CESAG pour avoir donc, le CESAG qui est à Dakar. Donc déjà, il y a un côté un peu interculturel parce que vous avez quitté de Côte d'Ivoire pour étudier au Sénégal. Et au bout des 5 ans, donc Master Banque Finance. Finance Banque ou l'inverse. Voilà. Bon, le nom est vraiment en anglais. C'est MBA in Banking and Finance. Ok, d'accord. Avec une spécialité finance de marché. Financial market. Et c'est le finance de marché là qui permet d'être trader. C'est ça, ok. C'est le côté finance de marché parce qu'il y a 2 spécialités. Il y a un tronc commun. Vous faites un tronc commun avec tous les élèves. Et après le tronc commun, on vous demande de choisir. Choisissez soit finance de marché ou banking et contrôle. Donc généralement, ceux-là, ils sortent gestionnaires je dirais, ALM, market risk, les choses comme ça. Alors que l'autre côté, c'est vraiment axé sur la gestion de trésorerie, sur le trading, la gestion de portefeuille, tout ce qui est attrait aux salles de marché. Ok, c'est très très clair. Et il y a très peu d'écoles peut-être qui forment à ça, je veux dire, dans la région. Voilà, moi en tout cas, c'est le constat que j'avais fait. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Bon, je dirais que de plus en plus, on en trouve. Mais c'est la compétence métier qui est recherchée aujourd'hui. Et école de renom, il y en a peu. Mais école qui forme, il y en a beaucoup. Donc il faut bien faire son choix aussi. Donc on remarquera que les traders dans la place viennent soit des États-Unis, de l'Europe, de l'Europe et un peu de Dakar et du Maroc. Ok, d'accord, c'est précis. Mais de plus en plus, il y a des écoles en Côte d'Ivoire qui offrent cette formation-là. D'accord. À tester, mais bon, du coup, il faut savoir aussi où on met les pieds. Après, il faut savoir s'orienter. C'est important, je suis d'accord. Et surtout, je dirais que c'est bien de le vouloir, mais c'est aussi très bien de se donner les moyens. Parce que ces écoles-là ne sont pas accessibles à tout le monde. Il ne suffit pas simplement de payer. Déjà, quand vous avez l'argent, parce que ça coûte très cher, il faut déjà avoir les capacités. Parce que l'accès se fait sur concours. Donc, vous pouvez avoir l'argent, la motivation et ne pas avoir les capacités. Donc, vous ne serez pas admis pour cette formation-là. J'ai un peu brièvement parlé des mathématiques. Donc, ça veut dire que dès la détermination de l'envie ou de cet objectif-là, il faut déjà se préparer. Voilà, en mettant un accent sur les matières qui sont requises pour ce métier. Très clair. Ok.
Alors maintenant, l'idée c'est de revenir au métier quand même, parce qu'on a expliqué un peu le parcours. On va revenir après la formation, mais là l'idée c'est de comprendre en quoi ça consiste le métier de trader. Aujourd'hui, je dirais, il y a un amalgame un peu qui se fait, eu égard, comme je l'ai dit dès le départ, à l'actualité, Oui. l'avènement des crypto-monnaies, à tous ceux qui se sont enrichis en griffe via le trading à leur propre compte. Ce qui fait qu'on voit presque tout le monde sur les réseaux sociaux dire que voilà, je vais être trader ou j'offre des formations en trading, des formations en ligne. C'est vrai, je ne demande pas qu'il y a certaines personnes qui ont pu tirer leur épingle du jeu en tradant pour leur propre compte, via crypto-monnaie ou autres instruments. Mais c'est aujourd'hui, il y en a moins que ce qu'on voit ou ce qu'on entend, surtout sur nos tropiques. Donc, ce que je dirais, si quelqu'un veut être trader, aujourd'hui, c'est de suivre le parcours normal, le parcours classique, qui permet à coup sûr, en se donnant les moyens, d'y arriver. Voilà. Compris. Les formations en ligne, je n'ai rien contre, mais ce sont des formations qui ne sont pas complètes. Parce que, comme Ina l'a dit tout à l'heure, c'est une formation qui fait 5 ans, c'est une spécialité. Ouais. Donc, c'est à la sortie, vous avez un MBA ou un master, fait 5 ans d'études. Donc, quand quelqu'un va venir vous dispenser en 20 heures, bon, je ne vous dirai pas que le contenu n'est pas ça, mais je dirais que ce n'est pas suffisant pour embrasser le métier. Et aujourd'hui, il faut, pour revenir au métier, le mot trader vient du mot anglais trade. Trade, c'est le commerce, c'est commercer en anglais. Et c'est, de manière banale, faire du commerce. Acheter un bien à X prix et le vendre à X plus sa marge. Donc, gagner de l'argent en vendant des instruments. C'est ça le métier. Mais comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il faut avoir certaines habiletés qui te permettent d'être rapide, disponible, avoir le sens de l'écoute et de l'observation. Et c'est tout ça qu'on demande. Pouvoir calculer rapidement, parce que l'autre en face, son objectif, c'est d'acheter le moins cher possible. Ou c'est de vous vendre le plus cher possible. Donc, si vous n'êtes pas alerte pour vite déterminer ça ou déceler ça, faire vite vos calculs, vous n'avez que quelques secondes pour prendre votre décision. Sinon, il part ailleurs. Voilà où on demande des mathématiques. Aujourd'hui, je dirais, ou bien que d'aucuns diraient, il y a des machines qui le font. Mais avant que les machines le fassent, il faut avoir soi-même des habiletés. Parce qu'il y a des moments où vous allez vous retourner à prendre votre vieille calculette pour calculer si effectivement ce que vous voyez dans Excel, ça tombe. Et si vous n'avez pas ces aptitudes-là, je dirais très facilement, vous pouvez être dupé. Ok, très clair. C'est vrai qu'il y a les logiciels, mais derrière les logiciels, ce sont des hommes. Parce que souvent, ce qu'on voit à la machine, ça manque de cohérence. Donc, il faut être dans la peau et avoir ces aptitudes-là pour pouvoir expliquer ou comprendre. Voilà. Il y a le côté du coup, alors si on n'est pas expert, on vous attrape vite, on est d'accord? Non, c'est un métier où on peut pas tricher. Je dirais, on ne peut pas faire semblant. Et comme j'aime à le dire, lorsque je reçois des jeunes qui viennent postuler pour des stages ou qui sont novices en la matière, ce que je dis, c'est que c'est un métier qui n'accepte pas de passagers clandestins. Donc, très vite, dès que vous embarquez, au prochain arrêt, vous-même, vous sautez ou, le métier vous met très vite à la porte parce que ça se fait connaître. C'est un métier où vous êtes amené déjà à parler avec tout le monde. Vous êtes amené à discuter tout le temps pour pouvoir vendre. C'est comme au marché, comme je l'ai dit, c'est un marché qui est organisé. Donc, vous êtes appelé à parler tout le temps. Donc, quand vous ne savez pas de quoi vous parlez, bon, une ou deux phrases, vous pouvez faire attention. Mais à longueur de journée, pendant une semaine, très vite, ça se sait. En face, on sait tout de suite que vous ne maîtrisez pas votre matière. D'accord. Voilà. Et est-ce que justement, alors, on a l'image qu'on nous a vendue dans les films, mais est-ce qu'il y a le côté adrénaline, on est là, on saute partout? Oui, côté adrénaline, je dirais oui. Bon, peut-être que je me suis coiffé aujourd'hui, on ne voit pas trop les cheveux blancs. Mais bon, ça fait apparaître très vite les cheveux blancs. C'est pas pour décourager, mais c'est pour dire que c'est un métier où vous êtes actif. Vous êtes obligé d'être actif. C'est-à-dire debout, bouger? Parce que debout, actif, c'est... Non, debout, non. Pas actif en tant que bouger, mais je dirais actif intellectuellement. D'accord, ok. Il faut être très actif intellectuellement, être tout le temps en train de réfléchir, trouver de bonnes opportunités. Parce que vous soyez trader à votre propre compte ou trader pour le compte d'une institution, c'est
votre but, c'est de gagner de l'argent. Ok. Et donc, quand, j'aime à le dire, quand tout le monde sait qu'il y a une opportunité, l'opportunité n'existe plus. Ok, d'accord. Donc, il faut chercher des opportunités que les autres n'ont pas décelées. Okay. Et donc, vous êtes tout le temps en train de creuser, en train de trouver pour votre client la bonne opportunité ou de chercher le bon placement à faire ou de vendre au mieux, au plus cher, au prix le plus élevé, votre actif que vous détenez. D'accord. Maintenant, on va... Alors, même moi, j'ai un peu de mal, hein, c'est normal. Le côté... Là, on est dans l'abstrait quelque part. On parle de, voilà, les clients, tout ça. Moi, je veux comprendre... On a parlé du marché aussi qui permettait peut-être de mieux comprendre. Vous allez au marché, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Mais j'ai envie de savoir, vous avez des clients, en face, vous avez qui et qu'est-ce que vous vendez? Parce qu'on parle d'actifs, mais c'est quoi les actifs là? D'accord. Je prendrai un exemple banal qui se retrouve dans presque toutes les institutions aujourd'hui où vous entendrez qu'il y a quelqu'un, il y a un trader, il y a, je dirais, ce qui est un peu connu sur nos tropiques, ce sont des actions, les devises et des obligations. Donc, je donnerai très rapidement des exemples de chaque type d'actif. On appelle actif, c'est quelque chose qu'on peut vendre ou acheter. Donc, je prends le cas des devises. Aujourd'hui, Ina qui est là, elle vient d'Europe, si je ne me trompe. Et quand elle doit venir en Côte d'Ivoire, elle a besoin d'échanger ses euros en francs CFA. C'est ça. Donc, soit elle vient avec ses euros, elle va dans une banque, elle va échanger ces euros-là contre des francs CFA. Mais le prix de chaque banque, le prix est fixé par le trader. Le prix de chaque banque est fixé par le trésor ou la trésor. Ouais, c'est la même chose. C'est la trésorerie, donc celui qui gère la trésorerie peut être un trader ou le directeur trésor, comme vous voulez. Mais ce prix-là, il est fixé. Donc c'est le marché qui est là. Donc vous venez vendre votre actif, votre devise, lui il achète. Là, vous êtes client. Vous êtes notre client. Mais bon, ça là, je prends cet exemple-là pour que vous compreniez tout de suite. Mais en termes d'institution, une autre banque a besoin, par exemple, de faire pour un de ses clients qui est importateur, par exemple, qui importe des télévisions, du mobilier, soit des États-Unis ou de la Chine ou de la Turquie. Et la plupart des paiements se font en devises. Parce que nous, notre monnaie ne dépasse pas, excusez-moi de le dire, l'aéroport Fred Boeing. Donc, dès que vous sortez, la monnaie, le franc CFA que vous avez, ça devient du papier. Donc, pour pouvoir avoir quelque chose d'interchangeable, il faut des devises. Et ces devises-là, c'est les traders qui les vendent. Maintenant, Yves, en plus de l'exemple des devises, est-ce que dans notre vie, dans notre quotidien, de manière concrète, tu as d'autres exemples qui peuvent nous permettre de mieux comprendre ce que fait le trader? Oui, j'ai beaucoup d'autres exemples. J'ai parlé d'actifs, j'ai parlé des devises parce que, bon, généralement, les biens que nous consommons ici, nous les importons. Mais à côté des importations, on a aussi nos exportations. Et généralement, ce sont les matières premières. La Côte d'Ivoire, en tant que premier pays producteur de cacao, nous exportons nos matières premières. Et ce sont les traders qui sont chargés chaque jour de coter cette matière première-là. Donc, des traders qui donnent le prix sur des places bien organisées, à Londres ou aux États-Unis, à Wall Street, qui disent qu'aujourd'hui, la tonne de cacao vaut par exemple 2000 pounds. Et voilà, l'acheteur dit, je suis prêt à acheter à 2000 plus une marge. Donc, vous allez avoir des traders de commodities, matières premières en français, qui viendront chercher à acheter du cacao ici moins cher pour aller le revendre sur la place à Londres, beaucoup plus cher à des industriels qui ont besoin de ce cacao-là pour pouvoir le transformer en chocolat. Et c'est pareil pour le pétrole, le blé, l'or, l'argent. Moi, je parle de l'immobilier. L'immobilier, exactement. On peut trouver, il y a des traders aujourd'hui qui sont spécialisés en immobilier. Et on en voit sur nos réseaux sociaux certaines personnes qui se donnent le titre de trader parce qu'ils arrivent à acheter un terrain à X prix et qui mettent une marge dessus pour faire, pour revendre à d'autres personnes qui ont besoin de terrain. Voilà. Ça peut être aussi d'autres personnes qui achètent des biens, qui les conservent et après, une fois que le bien prend de la valeur, ils le vendent plus cher. Ça, c'est de la spéculation. Mais c'est un pan du métier de trader. Et c'est des choses que vous apprenez pendant votre cursus, on va dire, à la spécialité? Exactement. Ce sont des choses qu'on apprend. On vous apprend les différents types d'actifs, comment faire pour les pricer, quels sont les instruments qui vous permettent, par exemple, de vendre plus facilement, sur quelle place
votre actif que vous avez aujourd'hui peut avoir de l'intérêt. Voilà, quels sont les différents marchés organisés, qu'est-ce qui s'est passé depuis que le métier est connu, D'accord. depuis quelles sont les différentes organisations qui se sont mises en place. Et aussi, il y a des produits qui ont été conçus, des produits purement financiers, qui ne sont pas physiques, comme des options ou d'autres produits financiers qui permettent des couvertures, qui permettent de vous prémunir des risques. Mais ces produits-là aussi se vendent. Et il y a des traders aujourd'hui qui sont spécialisés dans ces produits-là. Donc, il y a des instruments financiers qui sont aujourd'hui tradés sur des marchés organisés. Il y a aussi des biens tangibles et physiques qui sont aussi vendus. Mais à la base, c'est parti entre la confrontation d'une offre et d'une demande pour un bien X. Ok, parfait. Franchement, en termes d'explication, c'est limpide. Moi, enfin alors, c'est comme dit, c'est toujours un peu abstrait pour les gens qui n'y sont pas. Exactement. Et c'était le cas, enfin c'était mon cas, mais avec les explications, c'est très très clair ce que les traders font. Et franchement, vous êtes un maillon essentiel, voire indispensable dans tout ce qui est économie. C'est ce que je perçois en fait. Exactement. Ok, très clair. Bon, donc ça ne m'étonne pas que plusieurs personnes veulent courir vers ce métier parce qu'il y a un rôle de pilier, c'est clair. Ok. Maintenant, quels sont les avantages que toi tu perçois à exercer ton métier? Bon, on va pas se le cacher tout de suite. Aujourd'hui, si on exerce un métier, c'est pour pouvoir avoir de quoi satisfaire ses besoins, ne serait-ce que les besoins primaires et indispensables. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est un métier qui nourrit son homme. En Afrique ici, en Europe, c'est un peu plus. En Europe et aux États-Unis, c'est un peu plus. Voilà, je dirais que ça te classe, ça te met dans une certaine catégorie déjà, étant trader pour une institution. Mais ici, c'est maintenant que le métier se fait connaître, avec la digitalisation de l'économie, avec les nouvelles règles que les banques mettent en place. Et du coup, ça offre de nouvelles opportunités. Et je dirais que c'est un métier qui est encore recherché ici, alors qu'en Europe, bon, ça tend à disparaître parce qu'on remplace les traders par des machines. Mais ici, nous ne sommes pas encore arrivés à cette phase-là. Donc, il y a d'abord la phase de spécialisation qui est en train de se faire dans les différentes institutions de la place. Donc, c'est encore demandé, je dirais, jusqu'à dans les 10 prochaines années, on aura encore besoin de traders. De bons traders. De bons traders, de beaucoup de traders, avant de passer maintenant à la phase de digitalisation, voilà, à outrance. Parce que pour parler de digitalisation, ce sont de gros investissements. C'est ça. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait de gros flux. Et tant que nos marchés n'auront pas atteint un certain dynamisme, un investisseur n'aura pas gain de cause en venant investir sur un marché qui n'est pas dynamique. Donc, il préfère utiliser la main-d'œuvre, qui est encore bon marché ici, au lieu de venir investir de gros sous dans des machines. Donc, voilà ce que je dirais pour l'avenir du métier de trader. Mais à ce jour, je dirais que c'est un métier qui nourrit son homme. Ok, très clair. On ne gagne pas encore beaucoup d'argent, on n'a pas les gros bonus comme, comme à New York. On voit dans les films comme à New York ou à Wall Street. À Wall Street. Donc, pour le moment, voilà, on dira que ça nourrit son homme. Est-ce que c'est exclusivement dans le monde de la banque qu'évolue le trader ou bien on peut le retrouver ailleurs? Je dirais pas le monde de la banque, je dirais le monde de la finance. Ok, globalement. Le monde de la finance globalement. Parce que bon, tout actif sera à un moment donné échangé contre de l'argent. Voilà. Donc c'est dans le monde de la finance globalement qu'on trouve des traders. Donc ça peut être des banques, ça peut être des fonds, ça peut être des sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc voilà, là partout où on peut vendre un bien, on peut avoir besoin de traders. Okay. Et est-ce que, en contraste aux avantages, il y a des inconvénients à votre métier? Oh oui, je dirais qu'il y a des inconvénients, bon, sur lesquels on ne s'appuie pas quand on aime vraiment ce qu'on fait, mais il y a des inconvénients. Le premier inconvénient que je citerai, je dirais, c'est être toujours à l'affût de l'information, ou ce qui va peut-être être interprété pour ceux qui sont aux alentours de nous comme un désintérêt pour eux. Donc tu n'as pas le temps, tu es toujours en train de... Tu es sur ton téléphone en train de chercher les dernières informations, tu es toujours en train de chercher qu'est-ce qui va impacter les différents actifs que tu trades. Voilà, toujours à l'affût de l'information. Donc tu n'as pas suffisamment de temps et tu es très pris. On prend par exemple le cas des traders de devises. Le marché des devises ne se ferme jamais. C'est 24 heures sur 24. Et c'est le plus gros marché.
Donc, et à un moment donné, à n'importe quel moment, un événement peut venir impacter le cours d'une devise. Donc, si tu as une position, voilà, tu vas rester là avec ton téléphone. Il m'est déjà arrivé de me lever à 4 heures du matin, aller chercher quel est le cours du dollar. Ok. Parce que j'avais une grosse position à dénouer. Bon, après, si vous n'avez pas quelqu'un de compréhensif à côté qui va remarquer, mais à 4 heures du matin, le monsieur sort avec son téléphone, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon. C'est vrai que c'est assez douteux. Ok, voilà. Très clair. Ok. Donc c'est le principal inconvénient que je peux citer. Sinon, à part ça, le métier de trader, c'est un métier passionnant. C'est là où je dis il faut aimer. Il faut aimer les chiffres, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer parler aux gens, il faut aimer s'informer. C'est ça. Voilà, être toujours avant-gardiste. Parce que, comme j'ai eu à le dire, une opportunité qui est sûre de tous n'est plus une opportunité. Ok, donc allez-y toujours chercher quelque chose qui peut être monétisé, qui va créer un avantage comparatif pour votre actif sur le marché. Pour, on va dire, encore plus rentrer dans ton monde, l'idée c'est de comprendre le matin, du coup, quand tu arrives. Déjà, tu vas en salle de marché, comme on dit. Oui. Ça, je sais pas, ça ressemble à quoi, par exemple? Et qu'est-ce que tu fais jusqu'à la fin de la journée de travail? Je dirais une salle de marché, là, au grand plaisir de ceux qui nous regardent, une salle de marché, c'est comme on voit dans les films. Ah, ok. C'est un endroit où il y a plusieurs écrans, beaucoup d'ordinateurs, plusieurs écrans. Et donc, quand je viens le matin déjà, c'est de mettre tous mes écrans en marche, de regarder mes différentes positions. Le trading se fait à travers plusieurs outils. Il y a des organismes qui ont été spécialisés dans la fourniture de logiciels qui permettent de faciliter le travail du trader. Donc, on a des logiciels aujourd'hui qui sont mondialement connus, qui permettent d'échanger entre traders. Donc, quand je viens le matin, c'est de regarder mes positions, de prendre le besoin des sales. Les sales sont les vendeurs. Voilà, de prendre le besoin des sales parce que pour la plupart des traders comme moi qui travaillent pour les institutions, c'est de remplir les besoins des clients. Et les besoins des clients sont transmis ou collectés par les sales. Donc, le sales me communique son besoin, généralement en termes de devises, en termes d'obligations, d'actions. Donc, du coup, ça fait mon cahier de charges de la journée. Ça fait mon cahier de charges de la journée. Donc, je prends l'exemple encore des obligations. Un sales peut dire, aujourd'hui, j'ai un client qui veut investir 2 milliards. Et donc, son objectif, c'est d'investir les 2 milliards sur 3 ans. Mais la seule chose qu'il veut, c'est un rendement minimum de 5%. Donc, à moi de trouver un bien sur lequel, qui remplit ses exigences, sur lequel il peut investir. Et moi, mon objectif, c'est de l'acheter à un rendement beaucoup plus important que le rendement du client, afin qu'en lui vendant, je puisse gagner de l'argent. Donc, aujourd'hui, quand je prends ce besoin-là, je me retourne sur le marché. Quand je dis sur le marché, c'est à travers encore mes applications. Je vais parler à mes compères traders. Est-ce que vous n'avez pas un de vos clients qui vend ses obligations, qui remplissent telles caractéristiques et qui peuvent me donner un rendement supérieur à 5%? Parce que si je le fais au même rendement, je le fais pour le client, mais c'est pour 0 francs. Donc moi, je vais me retrouver à rechercher une obligation qui offre un rendement supérieur à 5%. Je prends l'exemple 5,10. Donc j'achète à 5,10 et je vends au client à 5% de rendement. Moi, je gagne la différence de 0,10. Donc voilà, c'est ce genre d'opération qu'on va répéter dans la journée. Et au fur et à mesure, chaque jour, on répète. Et donc ça peut être pour un client, ça peut être pour le compte propre de la banque. Vous, Ina, bon, vous avez tourné, vous avez un peu d'argent, vous avez 200 000 euros, vous venez convertir, ça fait environ 130 millions de francs CFA que vous venez placer en DAT. La banque va vous dire, votre DAT sur un an, on va vous rémunérer 3,5%. Donc, quand la banque prend cet argent, c'est un engagement. Donc, c'est la banque qui doit faire travailler son argent. Et la banque fait travailler comment? La banque dit au trader, je viens de prendre un engagement contractuel. Donc, à la fin, il faut que, à la fin de la période, tu aies gagné beaucoup plus que ce que je dois payer à INA. Donc, la banque me met à disposition les fonds de INA et moi, je vais sur le marché chercher un instrument financier qui me permette de rentabiliser et de donner l'argent de INA à la fin. Donc, du coup, si vous me permettez, ça fait une petite transition vers pourquoi
on parle de bonus dans le métier du trader. S'il n'est pas motivé, il va chercher le premier bien qu'il trouve. Alors que quand il est motivé, quand il sait que quand il va gagner, il va faire beaucoup plus de profit pour la banque, lui aussi sera rémunéré, il va chercher le meilleur bien qui existe sur le marché. D'accord. Ok. Alors, si je dois donner un exemple par rapport à ça et vous me dites si c'est ça. En gros, j'ai un plan épargne logement. D'accord. Normalement, peut-être que je suis rémunérée à 1,5% chaque année dessus, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, en gros, supposons, j'ai placé, j'ai n'importe quoi, 10 000 francs CFA. Et en gros, il faut que j'aie mes 1,5. Donc, vous, en tant que trader, vous allez vous débrouiller pour qu'à la fin de l'année, la banque puisse me donner mes 10 000 plus 1,5% des 10 000 là, tranquillement. Mais c'est vous, grâce à vos opérations derrière, que moi, j'ai ce petit plus sur mon compte. Oui. Ah, c'est très clair. Si la banque... Et là, je suis contente. Si la banque n'arrive pas à faire fructifier votre argent, pour respecter ses engagements, elle va prendre dans ses fonds propres. Ah bah oui. Mais si elle prend dans les fonds propres, ce sont les investissements des fondateurs de la banque. D'accord. Et du coup, la banque va finir par disparaître si à tous ses clients ont plus dans ses fonds propres pour donner. Crédit. Voilà. C'est là où il faut des traders de qualité. Très bien. Pour pouvoir maximiser le profit de la banque. Ok. Et donc, du coup, quand le trader maximise, vu qu'il voit son intérêt personnel là-dedans, parce que sous d'autres cieux, dès que le trader fait une opération, il sait combien il va gagner en bonus. Il a tout intérêt. Donc, il a intérêt à gagner plus pour la banque, parce qu'en gagnant plus pour la banque, il gagne plus pour lui-même également. Très clair. Ok, parfait. Maintenant, alors, est-ce que vous avez des conseils que vous voudriez donner aux jeunes qui, justement, veulent embrasser cette carrière? Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de très vite décider, si je peux m'exprimer ainsi, où est-ce qu'ils veulent aller après leurs études. Donc, s'ils veulent embrasser ce métier-là, c'est de s'intéresser à à toutes les matières qui rentrent dans la composition du métier de trader. Ouais. J'ai parlé des mathématiques. Il y a d'autres aptitudes qui vont au-delà des matières, comme être toujours à l'affût de l'information, être quelqu'un d'avenant et être quelqu'un qui est toujours en train de rechercher, bon, je ne dirais pas la perfection, mais la petite différence qui va donner de la valeur à un actif. Donc, un trader ne va pas être quelqu'un de renfermé parce que tu as le devoir d'aller vers les gens. Tu dois parler aux gens, que ça te plaise ou pas. Parce qu'en même temps que tu vas vers eux quand tu as besoin, eux aussi viendront vers toi quand ils en ont besoin. Donc, dès que tu viens le matin, dès qu'il est l'heure, moi, c'est depuis la voiture. Parce que le marché de Londres ouvre 1 heure ou 2 heures avant le nôtre. Donc, dès le matin, ils sont déjà dans mon téléphone, en train de demander quels sont tes besoins du jour, ou bien on a telle offre, qu'est-ce que tu en dis? Bon, donc si tu es quelqu'un qui n'aime pas parler aux gens dès le matin, déjà, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, comme conseil, le trader doit pouvoir faire la part des choses. Doit pouvoir faire la part des choses. Tu as tes problèmes, tu les laisses à la maison. Dès que tu arrives au boulot, tu te focalises sur ce que tu as à faire. C'est ça. Et tu fais. Et le meilleur conseil, c'est d'oublier tous ces problèmes, ces choses personnelles et de se concentrer sur son métier parce que si tu n'es pas concentré, tu ne peux pas gagner de l'argent. Je dirais ça comme ça aussi simplement. Est-ce que, alors, parce que justement, aussi avec un jeune, est-ce que ça ne demande pas du sang-froid? Parce que concrètement, moi, j'ai envie de dire, il faut peut-être être zen à la base ou pas trop stressé de la vie quand on fait trader ou bien... Bon, ça, j'irais plutôt d'un constat. Moi, je ne suis pas sans froid, je suis sans chaud. Je suis sans chaud. Et la plupart des traders que j'ai connus sont plutôt de sans chaud. Ça veut dire quoi, sans chaud, là, du coup? J'arrive pas à... Des gens qui aiment bouger. Ah, d'accord. Qui aiment bouger, qui aiment... Ils ont un débit rapide de parole. D'accord. Toujours pressé. Ils n'ont pas du temps à perdre. Donc, bon, être zen, ça peut être... Il faut être quelqu'un qui ne se surcharge pas, je dirais. D'accord. Mais en fait, moi, je parle par rapport au stress. Je me demande si... En fait, il y a peut-être justement plein de demandes qui viennent. Il faut que tu puisses accueillir cette demande-là en n'étant pas... non, mais là, il y a trop de... Moi, par exemple, je n'aurais pas pu faire ce travail, je le sais. Parce que trop de sollicitations, en fait, à un moment, ça me fatigue. Ça fait que j'arrive pas à... Voilà, je trouve. Hein. Donc, est-ce que c'est important ou bien non? En fait, il se fait des... Enfin, est-ce que c'est important ou bien on se met des barrières qu'on se dit, oui, je suis quelqu'un de stressé de nature, donc je ne vais pas y arriver? Non, bon, je dirais que il faut qu'on vous teste à l'œuvre pour dire. Mais là où vous avez raison, c'est que le trader, j'ai déjà, pour vous dire, hein, j'ai 5 écrans
Ah oui. Déjà, même deux, tu poses des questions. J'ai 5 écrans plus un laptop. Ah oui. 5 écrans plus un laptop et généralement sur nos decks, c'est 2-3 téléphones. Donc tu peux être en train de parler ici, tu vas parler ici. Mais il faut quelqu'un d'organisé et qui supporte le stress. Là où vous avez raison. Ah, d'accord, parce que vraiment, 3 téléphones, 5 écrans, voilà. non. Donc tu es tous les jours actif en train de parler. Donc bon, si tu es quelqu'un qui doit avoir du temps pour lui, faire 2 minutes d'introspection, yoga, on a des journées où c'est 200 à l'heure. Dès que tu viens, tu déposes ton sac, tu commences tout de suite. Tu vas voir, tu vas commencer comme ça jusqu'à... Ce qui est bien, c'est que généralement, nos opérations, on a des cut-offs, des limites, des heures limites de travail. D'accord. Jusqu'à 16h, 17h, tu ne peux plus faire d'opération. Donc généralement, tu vas voir la journée des traders finie par exemple à 17h, 18h, c'est fini. Quand les systèmes sont bien, là, tout est booké. Et puis, il rentre chez lui. Et on arrivait à quelle heure du coup? 8h ou plus tard. Sinon 7h30 pour bien commencer sa journée. C'est ça. Pour avoir le temps de prendre le café et de faire son yoga de 5 minutes. Sinon, dès que vous venez, dès 8h, dès que les marchés ouvrent, ça commence. Et tout le monde, les demandes pleuvent. Et c'est comme ça que votre journée sera drivée au fil des requêtes. Donc, je dirais une salle de marché ne ferme jamais. Donc, sur un desk, si vous prenez des pauses, c'est que vous êtes au moins 2. Donc un prend la pause, l'autre, il est là, il assure la permanence. Parce que le marché tourne. Et généralement, moi, j'ai fait mes meilleurs deals au moment des pauses. Parce que quand certains ne répondent pas, moi, je suis là et que j'arrive à... Donc, on ne compte pas les heures. Si tu es quelqu'un qui aime avoir son temps, avoir le temps de réflexion, aller lire pour analyser avant de venir produire ce qu'on lui demande, je pense que ce n'est pas un métier pour vous. C'est plutôt des gens qui réagissent sur le vif, qui arrivent à synthétiser rapidement. Du tac au tac, comme on dit. Voilà, du tac au tac. Voilà. Et c'est pour ce genre de personnes. Vous êtes quelqu'un qui aime votre coin, aime avoir votre bureau et le calme. Faut pas faire ça. Non mais à bon entendeur, moi j'aime bien quand on est clair comme ça parce qu'on s'imagine des choses des fois et c'est bien d'avoir ce distinguo-là. Maintenant, quelles sont les prétentions salariales d'un junior trader, on va dire, quand il débute sa carrière? Enfin, la fourchette de salaire qu'il peut demander. Que cette question est attendue par toute la nation. Par toute la nation, tous ceux qui vont nous regarder, surtout les jeunes. En Côte d'Ivoire et je dirais dans la sous-région, dans l'UEMOA, c'est un métier qui paye plutôt bien. Parce qu'un junior, à minima, il peut espérer avoir 400 000. Ok, d'accord. À minima, il peut espérer avoir 400 000 francs CFA. Et vu que c'est un métier qui n'est pas encore très connu et qui est très demandé, ça va très vite. Et avec 400 000 au bout de 2 à 3 ans, ça peut doubler. Et ça, c'est encore sans compter les bonus. Sans compter les bonus. Donc, généralement, ce qui se passe dans les institutions financières ici, il y a des bonus qui sont liés à la performance du trader. Il y a des bonus qui sont liés également à la performance globale de l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc, ça fait double bonus, si vous voulez, parce que sa performance intrinsèque est rémunérée. Donc, il m'est arrivé, moi, dans ma carrière, d'être rémunéré alors que globalement, l'entreprise pour laquelle je travaillais n'avait pas fait de profit. Donc, les autres n'ont pas eu de bonus, ceux qui sont dans les autres corps de métier. Mais moi, en tant que trader, même junior, étant junior, j'ai été rémunéré parce que la hiérarchie a estimé que ma performance avait été exceptionnelle. Bien vrai que l'entreprise n'était pas productive à l'arrêté des bilans. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux donner comme tranche salariale. C'est un métier qui va vite, mais je dirais qu'il faut se focaliser plutôt sur l'apprentissage et l'amour du métier, parce que si vous focalisez sur la rémunération, très vite vous n'allez pas apprendre, vous allez focaliser sur être débauché, aller d'offre en offre et la compétence va vous dépasser. Et ce qui va faire que vous allez être éjecté, vu que vous n'allez pas prendre le temps d'apprendre. C'est ça. Voilà, ça va vite, mais il faut prendre le temps d'apprendre, de consolider ses acquis avant de pouvoir prétendre à avoir de gros salaires. Déjà, j'estime que 400 000 francs pour un début, pour quelqu'un qui a fait bac plus 5 sur notre pic, c'est pas mauvais. C'est ça. C'est pas mauvais.
Ok. Maintenant, en termes de... Alors, ce n'est pas forcément un inconvénient, mais c'est aussi, justement, on a évoqué ça, mais on va peut-être en parler plus, l'équilibre de la vie, enfin voilà, vie personnelle et vie professionnelle. Est-ce qu'il se fait ou bien c'est un peu compliqué parfois? Comment ça se passe? Je dirais qu'on arrive quand même à trouver le juste milieu, Ok. mais c'est un peu compliqué, justement parce que en cours de journée, tu n'as pas le temps. Tu n'as pratiquement pas le temps. Donc, quand les sollicitations de part et d'autre, où tu dois avoir ton téléphone à côté pour répondre tout le temps, c'est compliqué pour un trader. Et sur d'autres marchés, c'est carrément interdit d'avoir son téléphone personnel sur le dessin. D'accord, ok. Donc, les WhatsApp et Facebook, c'est pas permis parce qu'il y a eu des délits d'initiés. Ok. Voilà, c'est un métier qui est beaucoup réglementé parce que la limite entre ce qui est faisable et ce qui est autorisé ou est très fine. Ok. Très fine parce que très vite, il y a des ententes entre traders, il y a des fraudes, on a déjà entendu voilà, de gros noms, sans citer des gens qui ont eu à faire des opérations qui n'étaient pas autorisées ou qui n'étaient pas bien indiquées. Donc, il y a beaucoup de restrictions quand vous êtes trader. Donc, en observant tout ça, c'est un métier qui demande beaucoup de dons de soi. D'accord. Et qui exige que vous vous comportez d'une certaine manière. Voilà. Donc, je dirais, l'équilibre, ça arrive à se trouver, mais il faut avoir en face un partenaire ou des personnes compréhensives. Compréhensives, ok. Plutôt, alors, le côté formation, parce que, ok, on a parlé du cursus sciences économiques, et ensuite j'enchaîne avec alors, un master spécialisé dans la finance de marché en spécialisation. Maintenant, on peut aussi être ingénieur. Oui. Voilà, donc je voulais aussi apporter ce distinguo-là. On peut être ingénieur, donc faire la prépa pour devenir ingénieur. Et puis après, du coup, choisir une spécialisation. Oui, on peut être ingénieur. Après, il va falloir faire un update en termes de finances de marché pour connaître les instruments et tout. Sinon, il y a beaucoup de traders qui étaient des ingénieurs ou même des docteurs en mathématiques. Ok. Voilà, qui sont... après, c'est lié à la science, je dirais. Généralement, c'est lié à la science. Donc, quelqu'un qui a un cursus scientifique, il peut très vite s'orienter en travaillant sur soi, en faisant des certifications, comme le CFA. Voilà, comme le CFA qui te permet d'avoir des aptitudes pour être trader. Ok. Donc, ça va il faut avoir le CFA pour être trader ou bien non. En fait, si on est passé par une autre voie, là, ce serait intéressant d'avoir le CFA. Ce sont des certifications qui sont toujours intéressantes, qui sont reconnues et très reconnues même dans le milieu. Donc, si je dirais, c'est un conseil que je donne. Ok. Voilà, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. D'accord, ok, c'est clair. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup Yves pour tout ce que tu nous as partagé. Je t'en prie. Je pense que là maintenant, on a compris ce qu'il y avait derrière. Et même si vous n'avez pas compris, regardez la vidéo, vous allez bien comprendre ce qu'il y a derrière le métier de trader, ce que ça implique comme réelle formation. Donc on tient à le souligner quand même. Et franchement, moi j'ai envie de dire, si vous avez 17 ans, 18 ans, voilà, vous avez le bac, c'est pas le moment d'aller faire des raccourcis. Il vaut mieux bien se former pour arriver au métier, et même si c'est plus tard, vous vous formez correctement et comme ça, vous faites un bon trader. Donc, merci beaucoup Yves pour tout ce partage. Je t'en prie. Merci également. Je suis sûre que les connaissances partagées par Yves vous ont permis d'avoir une vision plus claire de ce qu'est le métier de trader et ce qu'il implique au quotidien. Alors, bien sûr, le métier de Yves se retrouve dans le livre Mission Orientation, mon aventure en 10 étapes pour trouver ma voie et réussir mon choix métier formation. Pour vous savoir comment vous procurer le livre, allez sur edukia.com/mission orientation. C'est un livre qui va vous permettre de dresser votre projet professionnel et de répondre à la question « Qu'est-ce que je veux faire plus tard ?» N'hésitez pas à consulter la bibliothèque de contenu Edukia et à regarder d'autres Zoom métiers. Et aussi, on est ouvert à vos suggestions. Alors n'hésitez surtout pas à nous envoyer des idées de métiers que vous aimeriez voir détaillées en vidéo. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur edukia.com.